Bonjour à toutes et à tous. Ce que cette édition ne fera pas, c'est aligner les nouvelles. Ce qu'elle fera, c'est montrer comment six dossiers distincts, un cessez-le-feu en trompe-l'œil, un congrès qui se rebelle, des prévisions de croissance qui s'effondrent, une guerre commerciale qui change de base légale, un marché de l'emploi qui résiste au mauvais moment et une Europe qui annonce son indépendance technologique le jour même où toutes ces dépendances se retournent contre elle, sont en réalité le même dossier, celui d'un monde qui a perdu sa capacité à traiter les crises l'une après l'autre parce qu'elles arrivent désormais tout en même temps, qu'elles se nourrissent mutuellement et que les outils conçus pour les gérer, la diplomatie, la politique monétaire, le droit commercial, la politique industrielle, ont tous été pensés pour des temps où l'on avait le luxe de séquencer. Ce luxe-là, nous l'avons plus. On commence. Un cessez-le-feu Israël-Liban annoncé hier. Trump qui évoque des progrès possibles ce week-end. Le pétrole qui recule légèrement, 97 $ pour le baril de Brent contre 99 $ la veille. Les marchés respirent, mais prudemment, car ce que révèlent les coulisses des négociations est nettement moins rassurant que les communiqués. L'accord qui se dessine entre Washington et Téhéran ne serait pas une paix, ce serait une sortie de crise cosmétique soigneusement calibrée pour permettre à chaque camp de revendiquer une victoire sans en avoir obtenu une. Une formulation que chaque partie interprétera à sa manière, résume Dennis Ross, ancienne diplomate américain. Et les négociations qui suivront seront très tendues. Le contenu probable du mémorandum en cours, l'Iran lève son blocus de facto du détroit d'Ormuz, récupère environ 12 milliards de dollars d'avoirs gelés et obtient un allègement limité des sanctions. En échange, Donald Trump lui obtient un engagement formulé de façon suffisamment ambiguë sur l'uranium hautement enrichi pour pouvoir le présenter comme une victoire nucléaire sans que l'Iran n'abandonne réellement son enrichissement. Le programme de missiles balistiques iraniens, Washington a largement abandonné l'idée de le démanteler. L'influence des gardiens de la révolution, paradoxe de la guerre, elle sort renforcée. Avant, ils tiraient les ficelles dans l'ombre, maintenant, ils ont le pouvoir, note l'analyste David Schrinker. Le modèle, en somme, est celui d'un accord maintenant et de tous les points épineux reportés à une deuxième phase qui a peu de chances d'avoir lieu, selon les anciens diplomates. Pendant ce temps, les frictions s'accumulent à tous les niveaux. Donald Trump a reconnu publiquement avoir traité Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, de fou au téléphone, ce qui, dans le protocole diplomatique, constitue un aveu remarquable. Netanyahou répond que ce sont de simples désaccords tactiques. L'attention réelle porte sur le Liban. L'Iran conditionne tout accord à l'arrêt des frappes israéliennes. Israël, de son côté, refuse de lier les deux dossiers. Et Donald Trump, qui dément publiquement tout lien, fait en pratique pression sur Netanyahou pour qu'il retienne ses frappes sur Beyrouth. Sur le terrain, la réalité reste brutale. L'aéroport de Kuwait City a été frappé par des drones iraniens, un mort, 63 blessés, trafic aérien interrompu. Les États-Unis ont riposté par des frappes sur l'île de Kchem. Dans cette partie du monde, un cessez-le-feu signifie des échanges de tirs plus modérés, a commenté Donald Trump lui-même. Difficile d'être plus lucide, plus inquiétant. Pour les marchés et les économies mondiales, la question n'est donc pas de savoir si un accord sera signé, puisqu'il le sera probablement, peut-être même dès ce week-end, mais la vraie question est ce qu'il résoudra. Le détroit d'Ormuz restera, selon tous les analystes, essentiellement sous contrôle iranien, quelle que soit la structure des droits de passage. Les causes profondes du conflit, programme nucléaire, missiles balistiques, réseau régional iranien, sécurité d'Israël, resteront entières. Et l'OCDE, elle, a déjà prévenu que même après la fin des combats, les dommages aux infrastructures continueront de peser sur la croissance mondiale pendant des années. Un accord qui rouvre le détroit serait une bonne nouvelle conjoncturelle, mais ce ne serait pas la paix. Rappelez-vous, Donald Trump avait promis que ça se réglerait assez rapidement. Hier, mercredi 3 juin 2026, la Chambre des représentants lui a signifié qu'elle n'y croit plus. Par 215 voix contre 208, les représentants américains ont adopté une résolution sur les pouvoirs de guerre, enjoignant au président américain de soumettre le conflit iranien à l'approbation du Congrès ou bien de retirer ses troupes. 4 républicains
ont brisé les rangs pour voter avec les démocrates. Le symbole est cinglant. C'est la 4e tentative du genre et la première à aboutir à la Chambre. La portée juridique, pourtant, reste limitée. Trump peut opposer son veto et les 2/3 requis pour le contourner sont hors d'atteinte. Mais la portée politique, elle est considérable. Les gens en ont assez de payer 5 $ le gallon d'essence, a tranché le républicain Thomas Massie, fraîchement éliminé aux primaires par un candidat soutenu par Trump lui-même. Punition exemplaire donc, qui n'a pas suffi pourtant à le faire taire. Car derrière ce vote, c'est la pression économique qui parle. L'essence à 5 $, le diesel à 6 $, les engrais inaccessibles, autant de réalités quotidiennes que l'OCDE traduit en chiffres macro, croissance mondiale à 2,8%, inflation du G20 à 4%, mais que les électeurs américains, eux, vivent à la pompe. Un sondage Fox News, la propre chaîne, rappelez-vous, vous le savez, du président américain révèle que 60% des Américains s'opposent désormais à l'intervention militaire en Iran. À cela s'ajoute un détail révélateur. Le même jour, la Chambre votait en faveur d'1 milliard d'aides militaires à l'Ukraine contre la volonté de Donald Trump. Le front républicain se fissure sur plusieurs dossiers simultanément. La vraie question, prospective pour les marchés, est désormais celle-ci. Un président affaibli politiquement négocie-t-il mieux ou moins bien la paix ? Un Trump sous pression peut accélérer un accord pour couper court à l'hémorragie électorale ou au contraire durcir le ton pour ne pas paraître cédé. Les deux scénarios ont des implications économiques radicalement différentes et les marchés, hier soir, n'avaient pas encore tranché. Donald Trump l'a annoncé au micro lors d'un podcast. L'Iran aurait accepté de renoncer à la bombe. Rassurant. Sauf que pendant ce temps, l'OCDE publiait ses nouvelles prévisions et elle ne négocie pas entre deux anecdotes. L'organisation table sur une croissance mondiale de 2,8% en 2026 contre, tenez-vous, 3,4% l'an dernier. Et ça, c'est le scénario optimiste. Car si le conflit se prolonge jusqu'en 2027, la croissance s'effondre à 2,1%, du jamais vu depuis le Covid et 2009. Plusieurs économies basculent en récession. L'inflation du G20, elle, grimpe de 3,4 à 4%, voire 4,4% dans le scénario noir, forçant les banques centrales à remonter leur taux d'un demi à 3/4 de point. Le mécanisme est brutal et systémique. La production pétrolière du Golfe a chuté de 45% depuis avril. L'offre mondiale de brut a reculé de 13,5% en 2 mois. Le Brent flirte avec les 97 à 98 $. Mais au-delà du pétrole, c'est toute une chaîne d'intrants industriels critiques qui se grippe. Et c'est là que le conflit prend une dimension proprement inédite. Car la guerre au Moyen-Orient menace frontalement, tenez-vous bien, qui ? L'intelligence artificielle. Un tiers de la production mondiale d'hélium, indispensable à la fabrication des semi-conducteurs, eh bien, elle vient du Golfe. L'énergie, elle, représente 60% des coûts des centres de données. Or, jamais les investissements dans l'IA n'ont été aussi colossaux. Microsoft, Google, Meta et Amazon prévoient de dépenser collectivement 670 milliards de dollars cette année. Google lève seul 80 milliards et pourtant, JP Morgan révèle que plus de 60% des centres de données prévus pour 2027 ne sont toujours pas en construction. Les retards s'accumulent et la guerre aggrave chaque facteur de blocage. C'est le paradoxe vertigineux de ce conflit. Au moment précis où l'humanité engage les plus grands investissements technologiques de son histoire, un détroit de 33 km de large paralyse la chaîne d'approvisionnement qui les rend possibles. Pour la zone euro, la prévision, elle, tombe à 0,8%. Les pays en développement font face à une menace existentielle et les banques centrales, déjà fragilisées, pourraient devoir suspendre leur désendettement, voire relancer des programmes d'achat d'obligations pour stabiliser les marchés. Alors oui, Trump pense que ça va se régler assez rapidement. L'OCDE, elle, rappelle sobrement que même après la fin des combats, les dommages aux infrastructures continueront de peser. Les guerres finissent, les factures technologiques et économiques beaucoup moins vite. Ce serait une erreur de ne regarder que le Moyen-Orient, car pendant que les négociateurs s'épuisent sur le dossier iranien, Donald Trump ouvre un second front commercial et cette fois, ou du moins encore une fois, il vise ses propres alliés. Rappelez-vous
la Cour suprême lui avait indiqué ses tarifs douaniers, lui avait confisqué ses tarifs douaniers en février. Le président américain en a trouvé d'autres. Hier, il y a quelques heures, Washington a en effet annoncé de nouveaux droits de douane ciblant 60 économies, soit la quasi-totalité de ses partenaires commerciaux, au nom de la lutte contre le travail forcé. Le prétexte est moral. La mécanique, elle, est purement géopolitique. Le principe est simple. 10% de droits supplémentaires pour les pays ayant adopté une interdiction partielle du commerce issu du travail forcé. On pense au Canada, au Mexique, à l'Union européenne, et 12,5% pour les autres, dont la Chine, le Japon et l'Inde, jugés insuffisamment coopératifs. L'outil juridique utilisé, l'article 301 de la loi sur le commerce de 1974, offre à l'exécutif américain une flexibilité quasi totale. Entre les mains d'une administration déterminée, c'est un outil réellement puissant, reconnaît un expert de l'IMD Business School. Car derrière l'habillage vertueux, la réalité est plus prosaïque. Les droits de douane réciproques du Liberation Day, invalidés par la Cour suprême, doivent, je vous le rappelle, expirer fin juillet. Ceux imposés en urgence via l'article 122, eh bien, ils expirent aussi fin juillet. Il fallait donc trouver une nouvelle base légale. Eh bien, la voilà. Bruxelles ne s'y trompe pas et qualifie ces droits d'injustifiés tout en rappelant que l'Union européenne avait accepté l'été dernier de supprimer ses propres droits sur de nombreux produits américains en échange d'un plafonnement à 15%. Un accord que Washington semble prête à ignorer. La procédure est ouverte à consultation jusqu'au 6 juillet avec audience publique le lendemain, soit le 7 juillet 2026. En théorie, les taux peuvent encore évoluer. En pratique, l'administration Trump a déjà démontré que la consultation publique n'est pas son exercice favori. Une guerre commerciale doublée d'une guerre au Moyen-Orient sur fond de ralentissement mondial, eh bien, les marchés apprécieront. 122 000 créations d'emplois dans le secteur privé américain en mai, selon les dernières données publiées par ADP. C'est mieux que les 110 000 attendus. Le marché du travail américain résiste et c'est paradoxalement une mauvaise nouvelle pour beaucoup de monde. Car ce chiffre solide arrive au pire moment pour la Réserve fédérale américaine. Réunion de politique monétaire les 16 et 17 juin prochains. Les marchés, de leur côté, anticipent quasi unanimement un statu quo avec un taux directeur maintenu entre 3,5 et 3,75%. Mais si l'emploi tient, si les salaires progressent de 4,4% pour les salariés en poste et 6,5% pour ceux qui changent d'emploi, Kevin Warsh, son nouveau président, je vous le rappelle, n'a aucune justification pour baisser les taux, alors même que la guerre en Iran ralentit la croissance mondiale et que les nouveaux droits de douane de Trump vont peser sur les consommateurs. Et c'est précisément le scénario que les économistes redoutent, une économie coincée entre une inflation structurellement élevée, je vous le rappelle que l'OCDE prévoit 4% sur le G20 cette année, et une croissance qui s'essouffle. La stagflation, ce mot que tout le monde préférait ne pas prononcer. Deux signaux méritent notre attention. D'abord, les services d'information ont perdu 9 000 emplois en mai, destruction attribuée en partie à l'intelligence artificielle qui commence à mordre dans les effectifs du secteur technologique. Ensuite, demain paraîtront les chiffres officiels du Bureau des statistiques du travail. Wall Street attend 80 000 créations d'emplois non agricoles, en net recul par rapport aux 115 000 du mois précédent. Si ce chiffre déçoit, eh bien, le tableau se complique encore davantage. Car un marché du travail solide dans une économie fragilisée, eh bien, c'est exactement le genre de contradiction qui donne des insomnies aux banquiers centraux. Et pendant que Trump négocie dans les podcasts et que l'OCDE sort ses chiffres de croissance en berne, Bruxelles, de son côté, publie, elle, aussi ses propres mauvaises nouvelles avec la discrétion caractéristique des technocrates en période de crise. Le bilan est lourd. La Commission européenne avertit que les pressions énergétiques liées au conflit iranien menacent jusqu'à 560 000 emplois en 2026, concentrés dans les secteurs de la construction, la métallurgie, la chimie et les transports. Mais c'est pas tout, puisque dans l'automobile, secteur vital pour l'Allemagne et une partie de la France, eh bien, c'est 600 000 emplois supplémentaires qui sont sur la sellette, victimes à la fois de la transition électrique et de la concurrence chinoise. Les batteries, 85 000 postes. Les panneaux solaires, 59 000 postes. Le taux de chômage européen revu à la hausse, 6% en 2026 et 2027 contre 5,9% prévu à l'automne dernier. La facture budgétaire, elle,
elle s'alourdit en parallèle. Le déficit moyen des 27 pays de l'Union européenne passerait de moins 3,1% du PIB en 2025 à moins 3,6% en 2027. Les gouvernements s'endettent pour amortir des chocs qu'ils ne maîtrisent pas. Et la réponse de la Commission est bien investir dans les compétences, former, recycler le capital humain est désormais un moteur essentiel de la compétitivité, explique la vice-présidente exécutive Roxana Minzatou. C'est sans doute vrai sur le long terme. C'est aussi à court terme un aveu d'impuissance face à des chocs qui sont ni structurels ni pédagogiques, mais géopolitiques et énergétiques. Car le vrai problème que ce rapport ne résout pas, c'est celui-ci. 77% des entreprises européennes déclarent que les pénuries de compétences freinent leurs investissements. Mais comment investir quand l'énergie coûte 2 fois plus cher et que les droits de douane américains menacent de remettre en cause l'accord commercial signé l'été dernier? L'Europe est donc prise en étau entre un conflit qu'elle ne pilote pas, des tarifs qu'elle subit et une transition industrielle qu'elle finance à crédit. Hier, mercredi 3 juin 2026, fut une journée chargée pour la Commission européenne. D'un côté, elle alertait sur 560 000 emplois menacés par la crise énergétique et 600 000 dans l'automobile, plus d'1 million d'emplois donc menacés en Europe. De l'autre, elle annonçait son grand plan de souveraineté technologique. Timing parfait pour un exercice de communication, mais moins parfait pour un exercice de crédibilité. Le diagnostic, au moins, lui est lucide. Amazon, Microsoft et Google contrôlent plus de 70% du marché du cloud en Europe. 80% des technologies utilisées en Europe viennent de l'extérieur. L'Union européenne dépend du Golfe, vous l'avez compris, pour son hélium, des États-Unis pour son cloud, de l'Asie pour ses semi-conducteurs. La vice-présidente Anna Virkkunen le reconnaît d'ailleurs sans détour. Je la cite, « Les dépendances peuvent être utilisées contre nous ». Bravo madame. C'est exactement ce qui se passe en ce moment sur 3 fronts simultanément. Eh bien la réponse, le Cloud and AI Development Act, qui vise à tripler les capacités de centres de données européens. Le CHIPS Act 2.0 avec 120 milliards d'euros d'investissement public-privé d'ici 2035, des logiciels open source, une feuille de route, des recommandations, le tout, précise Virkkunen, elle-même avec des résultats pas avant 2030 au plus tôt. Et pendant ce temps, eh bien, les droits de douane américains de 10% viennent de tomber sur les exportations européennes, remettant en cause l'accord commercial signé l'été dernier. Le conflit iranien coupe les approvisionnements en hélium indispensables aux semi-conducteurs que l'Europe veut précisément fabriquer. Et JP Morgan révèle que 60% des centres de données mondiaux prévus pour 2027 ne sont même pas encore en construction. L'Union européenne annonce donc son indépendance technologique au moment précis où toutes ces dépendances se retournent contre elle simultanément. Comme le note Leonardo Quattrucci, professeur à Sciences Po, je le cite, « L'Union européenne ne dispose pas de la taille et de l'envergure nécessaires pour maîtriser l'ensemble des technologies d'intelligence artificielle et les négociations entre États membres et Parlement européen pourraient encore prendre plusieurs mois avant adoption. » Dans un monde qui bouge en semaines, l'Europe pense en décennies. Et c'est peut-être ça, sa force sur le long terme, mais c'est assurément sa vulnérabilité dans la crise qui se joue maintenant. Regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et au-delà de la géopolitique, les investisseurs se tourneront vers des événements macroéconomiques en Allemagne, l'indice des PMI de la construction, en France, toujours le PMI de la construction, au Royaume-Uni, PMI de la construction également, les immatriculations de voitures particulières également pour le mois de mai, et de nouvelles adjudications de dettes, puisque en France, la dette publique sera mise sur le marché à 11, 12, 16 et 31 ans. Voilà donc pour ce qui concentrera l'attention des investisseurs aujourd'hui. Regardons maintenant ce qui s'est passé sur les principales places financières de la planète hier, et les bourses européennes ont clôturé en baisse, pénalisées par les tensions croissantes au Moyen-Orient après de nouveaux échanges d'attaques entre les États-Unis et l'Iran. À Paris, le CAC 40 a reculé de 0,71%, tandis que Francfort et Londres ont perdu respectivement 1,24% et 0,4%. La flambée des prix de l'énergie ravive les craintes inflationnistes et alimente les anticipations d'un nouveau relèvement des taux de la Banque centrale européenne en juin. L'OCDE a par ailleurs, vous l'avez bien compris, abaissé sa prévision de croissance mondiale pour 2026, soulignant l'impact économique du conflit. De son côté, Wall Street a également terminé en baisse, les investisseurs prenant leurs bénéfices après
après les récents records des indices. L'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran a soutenu les cours du pétrole, ravivant les inquiétudes sur l'inflation et réduisant les perspectives d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine. Si les valeurs liées à l'IA ont continué de résister, les secteurs financiers et technologiques ont pesé sur la tendance. Les derniers indicateurs économiques confirment toutefois la solidité de l'économie américaine malgré l'impact croissant de la hausse des coûts énergétiques. Dans ce contexte, le Dow Jones a reculé de 1,21%, le S&P 500 a lâché 0,75% et le Nasdaq a abandonné lui de son côté 0,89%. Enfin, les prix du pétrole ont poursuivi leur hausse hier, portée par l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Le Brent a gagné 1,89% à 97,81$ le baril. Le WTI, son homologue américain, s'est lui renforcé de 2,41% pour clôturer à 96,02$ l'unité. Les marchés s'inquiètent de l'absence de progrès diplomatiques et de perturbations persistantes dans le détroit d'Ormuz, point de passage clé du commerce mondial d'hydrocarbures. Parallèlement, les États-Unis continuent de puiser dans leurs réserves stratégiques pour contenir la flambée des prix, accentuant les craintes sur l'équilibre futur du marché pétrolier. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 4 juin et juste après, nous retrouverons le chronodax d'Éric Seban. À tout de suite sur TV Finance.